En fait, je savais pas encore comment adapter mon comportement. Quand j'avais des entretiens en visio, je le retirais. Les gens, en général, c'est « je rêve ma vie ». Juste arrête d'imaginer, viens agir. Moi, je suis une femme d'action. En fait, j'ai trouvé mon identité à travers le voile et à travers l'islam. Il me dit, il y a des collègues qui n'apprécient pas, en fait, d'aller manger avec une voilée. Après, il y a des recruteurs qui me posaient la question et j'étais catégorique, c'était non, je suis venue avec, en fait. Nous sommes nos propres freins. On doit avoir confiance qu'en nous-mêmes, mais je veux vraiment que chaque femme soit consciente de sa valeur. Tu dois toujours sortir de ta zone de confort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yourself Show. Aujourd'hui, je suis hyper ravie de vous accueillir avec Mélodie et Titi où on va parler d'ambition professionnelle et de voile. Et pour ça, du coup, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi, je suis Titi Diomandé. À la base, je suis un pur produit du système bancaire et financier dans lequel j'ai évolué. Et je gérais des entreprises qui avaient des chiffres d'affaires allant jusqu'à 3 millions d'euros. Et est arrivé l'appel de la spiritualité. Et en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de choisir un nouveau chemin. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par l'entrepreneuriat, des business physiques, etc. Ensuite, ça m'a manqué en fait de proposer mes services liés à l'argent, etc. Parce que je voyais qu'il y avait comme un tabou autour de l'argent au niveau des femmes et encore plus au niveau des femmes musulmanes. Donc j'ai commencé à parler argent et en les côtoyant, je me suis rendu compte que moi-même j'avais développé des compétences et même ma façon d'être pour les emmener un peu plus loin. Donc aujourd'hui, ce que je fais, clairement, tout ça m'a emmené à créer un mouvement que j'appelle FMP, Femmes musulmanes puissantes, à travers lequel en fait je suis énormément dans l'empowerment de la femme musulmane. Super, merci. Voilà, Titi. je t'en prie. Mélodie. Moi, je suis Mélodie, j'ai 25 ans et je suis chargée de recrutement. J'ai fini mes études l'année dernière, j'ai un parcours en psychologie. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Working Hijabi, dans lequel je parle du monde du travail et de la place des femmes musulmanes dans le monde professionnel. Donc vous avez commencé déjà toutes les deux à nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et d'où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la place en fait de l'ambition pro aujourd'hui dans vos vies? Pour moi, c'est hyper important parce que de toute façon, le fait d'être utile, c'est quelque chose qui contribue énormément, en tout cas à ton épanouissement. Et moi, ça, c'est l'ambition pour moi, c'est un volet hyper important. Le fait d'avoir de plus en plus de rêves, de les poursuivre, de voir que ça transforme des vies, que ça change des choses, pour moi, c'est juste énorme. Et en islam, on a une notion qui est de laisser derrière soi des choses qui vont nous servir même quand on ne sera plus là, tu vois. Et pour moi, ça fait partie. Avoir cette ambition-là de laisser une trace, de transformer des gens, d'apporter quelque chose, pour moi, c'est hyper important. C'est central même dans ma vie, vraiment. Ok. Mélodie. Moi, à la base, je ne suis pas une personne très ambitieuse dans le cadre du travail, puisque j'ai fait mes études entre guillemets pour plaire à mes parents, pour leur faire plaisir. Et en fait, c'est difficile de trouver sa voie, parce que justement, comme tu le disais, j'ai besoin aussi de me sentir utile et d'apporter quelque chose aux gens. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me manque un peu. C'est vrai que j'ai créé du coup un podcast et une page LinkedIn pour parler un peu de la place des femmes musulmanes et voilées dans le monde du travail. Et le fait d'avoir des retours très positifs et d'avoir des femmes qui me disent merci, tu vois, de nous donner la parole, de nous aider, de montrer qu'on est présente, quoi. C'est quelque chose qui me stimule et c'est vrai qu'à long terme, c'est quelque chose que j'ai besoin de développer. Toi, Titi, de ce que j'entends, tu as toujours été ambitieuse, en fait, ça a toujours fait partie de toi. Mais toi, Mélodie, est-ce que tu penses que tu deviens ambitieuse? Ouais. Parce que Oui, parce qu'à la base, j'avais pas réellement de projet. En fait, pour moi, j'ai été éduquée dans le sens où je dois faire un master et je dois avoir un CDI toute ma vie et c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond, c'est pas quelque chose dans lequel je m'identifie. Je me vois pas être salariée toute ma vie, mais c'est difficile de créer quelque chose par soi-même. Faut se donner les moyens, mais c'est vrai que j'ai grandi vraiment
dans ce chemin-là et c'est un peu compliqué aussi d'en sortir. Pour moi, c'est important aussi d'avoir la reconnaissance de mes parents. Et en fait, c'est au travers du travail que je l'ai. J'essaie de devenir ambitieuse. C'est très fort ce qu'elle partage parce que moi, j'ai longtemps eu ça en commun avec elle. Dans le sens où, je sais pas, tu as plusieurs frères et sœurs ou tu es toute seule? Et j'ai une sœur. Moi, je suis fille unique de ma mère. Et faut savoir que ma mère, elle est pharmacienne. Et donc, pour moi, c'était tout tracé pour être pharmacienne, tu vois. Ouais. Au début, effectivement, tu veux faire la fierté des parents. En plus, moi, j'ai été élevée par ma mère uniquement. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Donc, ma mère, c'était que moi. Et donc, moi, j'ai fait 3 ans de pharmacie. Et après, j'ai pété un câble. J'ai dit non, je veux changer. Et là, effectivement, ça a créé ça a cassé quelque chose, tu vois. Mais, ça a cassé quelque chose pour toi, pour elle? Pour ma mère. Ma mère, parce que pour elle, elle est tombée de haut. Elle s'est dit, mais qui va reprendre ma pharmacie? Oui, mais c'est ton projet, c'est pas le mien, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'aller faire des études d'économie, elle a très, très mal pris. Elle m'a coupé les vivres. Ça a été très compliqué. C'était violent. Je me dis, à partir du moment où moi j'ai compris que j'allais passer 80% de ma vie à faire mon boulot et que si j'aimais pas, j'allais être malheureuse, non, j'ai choisi. C'est hyper intéressant, merci de le dire. Autre chose, donc du coup, vous êtes là parce que je voulais parler d'ambition professionnelle, mais il y a un vrai sujet qui est aussi votre voile. Déjà, avant même de parler de vous, votre vie avec le voile, votre vie pro, etc. avec le voile, j'avais une question parce que toutes les deux, vous n'avez pas toujours été voilées, ça n'a pas toujours été une évidence pour vous d'être voilées. Est-ce que déjà vous-même, vous aviez des idées reçues sur les femmes qui portaient le voile avant? Oui. Lesquelles? Moi, j'en avais. Je trouvais qu'elles en faisaient trop, qu'elles se victimisaient trop. Que c'est vrai, vraiment, quand j'entendais Alors après, moi, j'ai évolué, c'est vrai, je suis musulmane de naissance, mais j'ai évolué dans un environnement où il n'y avait pas de voilée. Ma mère n'est pas voilée, mes tantes ne sont pas voilées, tu vois. J'avais pas forcément de modèle avec moi, tu vois, parce que j'ai évolué dans un milieu très franco-français aussi, avec les collègues, etc. Donc à chaque fois, effectivement, qu'il y avait des polémiques autour des femmes voilées et tout, sincèrement, je me disais, ah ouais, mais là, elles en font trop, c'est bon, arrêtez de se victimiser, etc. Ça, Mélodie? Pas vraiment, parce que moi j'avais la vision des femmes voilées uniquement via les médias, vu que j'ai pas grandi dans une famille musulmane et que j'ai jamais vraiment été entourée de musulmans. Donc c'était vraiment la vision un peu du fait qu'elles sont victimes de discrimination, qu'il y a toujours des polémiques autour de la femme voilée. Mais sinon, à part ça, je connaissais pas, donc j'avais pas vraiment d'a priori par rapport à la femme voilée en elle-même. En fait, c'était vraiment par rapport à de la manière dont on en parlait, mais je savais pas elle au fond en fait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, etc. Donc j'avais pas vraiment d'a priori. Est-ce que vous pouvez expliquer, c'est un sujet qui est assez intime, mais expliquer à quel moment vous avez décidé de porter le voile, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si j'explique, c'est assez particulier, mais bon, faut être un peu spirituellement ouvert pour comprendre ce que je dis. Il faut savoir que moi j'ai un cheminement assez particulier dans le sens où c'est quand j'ai perdu quelqu'un que j'ai commencé à me poser des vraies questions par rapport à la spiritualité, par rapport à oui mais en fait on est là pourquoi au final, etc. Et j'ai commencé à plonger mon nez dans le Coran. Et avant ça, j'étais le genre de musulmane aussi qui avait des débats avec d'autres musulmans quand ça arrivait. Par exemple, mon mari, c'était mon meilleur ami. Et quand il s'est converti à l'islam, on parlait souvent de religion et tout. Et un jour, je me rappelle, on était à table et tout, on parlait avec ses parents aussi et tout ça. Et il disait, oui, mais de toute façon, la femme musulmane, elle a l'obligation de se voiler et tout. Je disais, mais non, tu racontes n'importe quoi, c'est pas une obligation, c'est juste une recommandation. Mais j'en savais rien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, vraiment à la spiritualité, au-delà même de la religiosité, vraiment à la spiritualité, pourquoi on faisait les choses. Et j'ai lu, c'était clair pour moi que c'était une obligation. Il y avait effectivement un volet spirituel de protection, de plein de choses. Je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai pris une claque. J'ai mis le voile comment, et ça vraiment, je me suis apprêtée, parce que j'étais très très fashion victime, etc. Je me suis apprêtée, j'ai mis mon voile autour du mon... Et du coup, j'arrive devant ma porte, je peux pas sortir. Je te promets, je peux pas. C'est comme si il y avait une force incroyable qui me saisissait. Je ne peux pas sortir. Je suis toute seule, je suis bloquée, je ne peux pas sortir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je te jure, il y a une voix dans ma tête qui me dit...
tant que tu ne couvres pas ta tête, tu ne sors pas. J'ai des frissons. Mais même moi, j'ai des frissons, je te jure. J'étais là, j'étais bloquée. En fait, c'est comme si toute la peur, c'est comme si tout s'effondrait, en fait. J'ai pris mon écharpe, je l'ai enlevée, j'ai posé sur ma tête, mais j'ai senti comme une libération. Je te jure, je me suis posée, j'ai pleuré un bon coup, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Et après, et c'est là qu'est rentrée dans ma vie une nouvelle routine. La nouvelle routine de mettre le voile pour aller, et quand j'arrive devant le boulot, il faut l'enlever, je pleurais, enfin, je prévoyais du make-up et tout, hein, histoire de dire, bah, tu vas faire tes 10 minutes de pleurs, et après tu vas te maquiller, tu vas repartir, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai mis le voile. Et ce qui est puissant, c'est que le jour où j'ai mis le voile, c'était pour te dire la symbolique. Le jour où j'ai mis le voile, c'était un jour d'Ashura. Ashura, chez les musulmans, c'est le jour où Moïse a été libéré, tu vois, vraiment et je me suis dit, mais la probabilité que ça colle, tu vois, c'était incroyable. Bref, donc voilà, c'est vraiment, en toute sincérité, c'est comme ça que j'ai mis le voile, que j'ai commencé à le mettre et tout. C'est trop beau. Ouais, c'est incroyable, tu vois. Incroyable Le truc, Ouais. hein, c'était incroyable. Wow. Comment ça s'est passé pour toi, Mélodie? Alors moi, c'est un parcours un peu particulier parce que, alors moi, je suis née dans une famille pas croyante et donc j'ai grandi sans avoir de chemin spirituel. Et en fait, donc je me considérais athée, j'étais pas du tout croyante. Et en fait, un jour, c'est quelque chose que je peux pas expliquer. J'ai eu un ressenti. En fait, tout allait bien dans ma vie et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je savais pas quoi. Et en fait, j'ai eu un ressenti comme si je devais me tourner vers la religion. Et du coup, j'ai commencé à y penser. Je me suis dit, en fait, au final, peut-être que c'est ça qui me manque. Pour moi, l'islam, c'était une évidence. Je pourrais pas du tout l'expliquer parce que j'ai pas grandi dans un environnement musulman, je connaissais rien. Enfin, j'avais aucune connaissance de l'islam. Et pourtant c'était une évidence. Je me suis pas réellement posé la question, je savais que j'allais devenir musulmane. Et du coup, ça a été, forcément, c'était un peu compliqué au niveau familial, parce que mes parents l'ont pas compris, l'ont pas accepté. Et du coup, ça a été un chemin très long jusqu'à la conversion, parce que c'était un chemin semé d'embûches, parce que j'étais très mal entourée. J'avais pas de soutien du tout, en fait, que ce soit au niveau familial ou amical, j'avais zéro soutien, j'étais complètement seule. Et en fait, c'était difficile parce que, en fait, on voulait me diriger vers le chemin inverse. Et j'étais très malheureuse. J'étais très malheureuse parce que je pouvais pas être qui je voulais être. Et donc, ça a duré plusieurs années. Jusqu'au jour où j'ai décidé donc de me convertir parce que j'étais toute seule chez moi, parce que du coup je suis partie de chez mes parents, j'emménageais seule, etc. Et du coup pour moi c'était le meilleur moment parce que j'allais pas avoir d'influence négative. Et donc je me suis convertie comme ça, toute seule, c'était en plein confinement. Et je me suis voilée parce que du coup j'ai eu le temps d'y réfléchir, je savais que c'était une obligation. J'ai lu le Coran, je me suis renseignée et donc je savais que c'était une obligation alors j'avais pas l'intention de le mettre directement et j'ai été guidée vers ça en fait. C'était un deuxième ressenti et je me suis dit en fait je dois le mettre, je peux pas être musulmane et ne pas être voilée. J'avais besoin d'appartenir à la communauté musulmane, d'être reconnue comme étant musulmane et d'être vraiment pratiquante. En fait, pour moi, le voile, ça va avec la pratique. Et j'avais besoin de me sentir réellement musulmane, et ça passait à travers le voile. Donc voilà, j'ai décidé de me voiler directement. Alors au début, c'était un peu l'appréhension du regard des autres. Et au final, c'est pas quelque chose qui m'a impactée parce que je savais que je pouvais passer au-dessus. Mais c'était vraiment l'appréhension de la réaction de mes parents. Je savais que ça allait être de nouveau compliqué. Mais j'étais sûre de mon choix et vu que j'étais seule et vu qu'ils étaient à distance, je savais qu'ils n'allaient pas avoir d'influence sur moi parce que c'est vrai que je suis assez influençable par mes parents. Et je voulais pas que leur réaction impacte ma décision.
Donc voilà, j'ai été sûre de moi. Et donc voilà, tout s'est fait en même temps. Et après, ça a été de nouveau un peu compliqué. Mais voilà, j'ai su faire face et c'est devenu une force de toute façon. Donc pour moi, c'est la meilleure décision de ma vie. C'était, Ouais, malgré les complications, ouais, les difficultés, vraiment. Ouais. c'est vraiment ce dont tu avais besoin. Oui. En fait, ça a complété une partie de moi. Je me suis sentie complète, finalement. En fait, j'ai trouvé mon identité à travers le voile et à travers l'islam. Voilà. Wow. Même si ça nécessitait une forme d'isolement, etc. Enfin, c'était Ouais. forcément, il fallait que tu passes par là Oui. pour pouvoir assumer. C'est super fort. Enfin, moi, je suis croyante. Je suis pas musulmane, mais je suis croyante aussi. Et c'est vrai que cette spiritualité, en fait, quand on a des appels, etc., comme ça, ça me touche toujours beaucoup. Et je sais que ça nécessite du courage, vraiment du courage. Et que c'est pas facile, quoi. Mais après, moi, je suis persuadée que personne ne répond à un appel sans passer par une phase de désert. Tu vois, c'est impossible. Que tu regardes les histoires de tous les prophètes, etc., c'est impossible. Pourquoi ? Parce que tu es dans un système qui n'est pas conçu pour ça. Tu vois, c'est vraiment, il est là le système, la façon de fonctionner du monde mondaine, qui n'a rien à voir avec la spiritualité, qui veut même pas la voir en fait, tu vois. Donc quand tu décides, tu vois, de sortir du troupeau, en général, tu es tout seul. Et cette traversée-là, parce que en général, tes proches aussi sont dans le, comment dire, ils sont dans le système, ils sont dans le système, ils ont ce conditionnement-là. Et toi, quand tu décides de sortir de ce conditionnement, tu es seul. Sur le chemin, tu es toujours tout seul jusqu'à ce que tu fasses tes preuves. Que c'est limite, on est là, on t'observe. Tu vois ? Fais ton chemin, on t'observe. Et en fonction de comment tu chemines, et après, on pourra voir si on te tolère, ou on t'accepte, ou, tu vois. Mais tu es toujours tout seul en général. Hein. Au début du chemin, en général, tu es seul. Du coup, pour revenir à vos vies pro, parce que du coup, tout ça, c'est de la foi, c'est de la spiritualité, mais c'est très intime, c'est très personnel, et il y a des gens qui vont peut-être connecter, d'autres pas du tout. Et en fait, on reste dans un système où le travail est important. Donc, cette décision-là de porter le voile, donc toi, tu en as déjà parlé auprès de ta famille, Mélodie, mais dans votre vie pro, est-ce que ça a eu des impacts, et lesquels, concrètement ? Moi, oui, clairement, parce que... comme je disais, je mettais mon voile, j'arrivais devant ma banque et je l'enlevais pour aller bosser, etc. Et après, tu vois, elle a parlé d'identité, Mélodie. C'est vrai parce que quand tu t'identifies à quelque chose, tu ressens, tu as ce besoin-là de baigner dedans. Ok ? Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était important d'avoir mon voile, même si c'était 2 minutes. C'est pas grave, tu vois. Et donc, j'ai commencé à m'enseigner et j'ai compris que, en fait, quand je sortais de la banque, en dehors, je pouvais mettre mon voile et tout. Et quand je revenais, voilà, tu vois. Donc, quand j'allais manger avec mes collègues, dès qu'on sortait des bureaux et tout, je mettais mon voile pour aller manger, je revenais. Et il faut savoir une chose, vraiment. Je faisais partie des meilleurs éléments de mon... Parce qu'on était entre chargés d'entreprise, donc on devait être 12 ou 13, tu vois. Et franchement, j'avais des super résultats. Enfin, je veux dire, il y a jamais... J'ai toujours... Et d'ailleurs, mes collègues m'appelaient le rayon de soleil parce que j'étais hyper cool. Mais en même temps, j'étais une bosseuse. Et un jour, mon chef, il me convoque. Il me dit, on a un problème. Lequel ? Il me dit, il y a des collègues qui n'apprécient pas, en fait, d'aller manger avec une voilée. Tu vois ? Comme ça. Bam. Comme ça. Première claque, j'ai ok. Et il dit, en plus de ça, vu qu'on a des clients entrepreneurs un peu, tu vois, boubou et tout, s'ils te voient avec tes collègues, et en fait, automatiquement, ils vont se dire que notre fédération bancaire, en fait, valide le fait d'avoir une femme voilée en son sein, tu vois. Et que donc, voilà, ce serait bien que je ne mette pas mon voile quand je vais manger avec mes collègues ou autre, tu vois. J'ai hyper mal pris. Je me suis dit, mais en fait, je sors de la banque. C'est ma sphère privée, quoi. Je fais ce que je veux, tu vois. Mais pour lui, le fait d'être encore avec les collègues quand on va manger, non, ça pose problème, tu vois. Et là, tu vois, dans ma tête, ça a commencé à me déranger. Tu vois, ça a commencé à me déranger. Et je pense même que c'est pour ça qu'en avril 2016, j'ai ouvert ma boutique de prêt-à-porter. Enfin, on en parlera peut-être après, mais... Et pour préparer mon départ, parce que c'était plus possible, tu vois. Tu avais des discussions avec tes collègues, en dehors de cette discussion ? Oui, et en plus,
Alors, en plus de ça, moi j'ai une collègue avec qui je m'entendais particulièrement, c'est-à-dire qu'on se voyait en dehors du boulot, nos familles, enfin vraiment on se voyait... C'était devenu une copine, quoi. C'était ma copine, vraiment. Et du jour au lendemain, elle a pris ses distances. Et avant de prendre ses distances, un jour, un samedi matin, parce que je me rappelle, les samedis matins, on commençait très tôt. Un samedi matin, à 8h, bim, elle ouvre mon bureau, elle me dit, alors, tu t'es radicalisée, c'est ça? J'ai regardé, j'ai dit, c'est moi. Tu vois, c'est comme si, en fait, le voile est arrivé comme si j'étais une nouvelle personne, comme si on ne me connaissait plus. C'est vraiment... Pourtant, la Titi d'avant n'existait plus. Elle n'existait plus, mais ça m'a tellement choquée, je me suis dit, attends. Et elle, vraiment, ça m'a blessée parce que... Enfin, voilà, pour moi, il n'y a rien qui changeait, tu vois. En fait, moi, aujourd'hui, avec du recul, je le prends bien parce que je me dis, les pauvres, c'est à cause d'un conditionnement qu'ils en sont arrivés là. Parce que, mais moi, tu sais, quand il y a eu le truc de Charlie Hebdo, je regardais beaucoup la télé. Je regardais beaucoup la télé pour avoir les infos. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'avais l'impression que quand j'arrivais au bureau, il fallait que je défende un peu l'islam, tu vois. Parce que les gens disaient des choses qui étaient tellement graves que... Mais ce qui s'est passé, c'est que moi-même, à force de regarder la télé, j'ai vrillé. C'est-à-dire que je commençais à me demander si c'était bien même d'être musulmane, tu vois, à me méfier des musulmans. Tu sais, je commençais à agir comme si... Et je me suis dit, non, c'est un programme télé, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être en train de reprogrammer mon cerveau. Et c'est de là que moi, j'ai supprimé la télé chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus mis de télé chez moi, tu vois. Parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment en train de me rendre barge, quoi. Vraiment, mais moi, j'avais peur des musulmans. Donc, tu vois, avec du recul, je me dis, mais en vrai, si ce sont des gens qui ne jurent que par les infos, pour eux, dès que j'ai mis le voile, ça veut dire qu'on m'a fait un lavage de cerveau et que je ne suis plus moi. Tu vois, et que je suis en train de partir dans une sphère un peu louche, un peu bizarre, tu vois. Donc avec le recul, je ne leur en veux pas, on va dire. Ça va. Élodie, pour toi, comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu as décidé de porter le voile, tu étais encore étudiante? Oui. Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, du coup, c'est plus par rapport à mes stages. Parce que effectivement, je me suis voilée, donc on était en confinement, c'était fin 2020. Enfin, j'avais cours en distanciel, donc il y avait... Enfin, ça posait pas de problème au niveau... Et de toute façon, moi j'étais à la fac de Nanterre, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour trouver mes stages. Donc la première fois en fait, où j'ai été confrontée au fait de chercher un travail, c'était pour mon stage de L3. Et donc j'ai commencé à chercher et je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué. Et vu qu'on était en plus dans une... toujours dans la phase de confinement, les entreprises recrutaient quasiment pas. Donc il y avait très peu d'offres, c'était d'autant plus compliqué de trouver un stage. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est ma mère en fait qui m'a trouvé un stage, mais c'était dans une mairie. Donc les mairies ne l'acceptent pas, tu vois, c'est le principe de laïcité, ça appartient à l'État, tu peux pas. Et donc je le savais et j'ai accepté parce que c'était un stage très court, je savais que j'allais rester très peu de temps. Et donc voilà, j'y allais sans mon voile. Et en fait, c'était vraiment au début, c'était les premiers mois où je le portais. J'avais pas la même attache qu'aujourd'hui. Donc je le retirais, C'était plus facile pour toi? Ouais, c'était plus facile. C'était vraiment plus simple. Et je savais que c'était très temporaire de toute façon. Et voilà pour cette première expérience. Et après, du coup, pour mon Master 1, en fait, je me suis retrouvée dans la même situation. Et de nouveau, en fait, j'ai été vraiment confrontée au refus, au regard. En fait, je savais pas encore comment adapter mon comportement face à des recruteurs. Du coup, en fait, parfois, quand j'avais des entretiens en visio, je le retirais parce que c'était une femme en face de moi. Donc, je l'enlevais, je me disais ça va être plus simple. Et en fait, je me souviens, je pense que c'est un des entretiens qui m'a vraiment marquée parce que donc, j'étais face à une recruteuse en visio, j'ai pas mon voile. Et en fait, elle me fait un retour très positif. Elle me dit, écoute, tu viendras dans les prochaines semaines directement dans l'agence pour qu'on te présente les locaux, le personnel, etc. Et donc vient ce jour où je me déplace et j'arrive dans l'entreprise. Et en fait, dès le départ, j'arrive devant l'accueil et je vois le regard. Je sens la gêne. Et donc j'arrive dans les locaux et en fait, les locaux, je les ai jamais visités parce que elle me met dans une pièce et elle me refait faire un entretien. Et à la fin, elle me dit, en fait, on ne va pas te prendre. Et l'excuse qu'elle m'a donnée, c'était par rapport au télétravail, parce qu'elle ne voulait pas me mettre en télétravail.
Mais voilà, j'ai jamais vu les locaux, j'ai jamais vu le personnel, j'ai rien vu au final. Elle m'a juste fait un second entretien exactement le même que le premier, très rapide. Et tout ça pour me dire non, et elle savait très bien qu'elle allait me dire non dès qu'elle m'a vue de toute façon. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était la première fois où j'étais vraiment confrontée à la discrimination à l'emploi. Et donc après ça, j'ai essayé encore et en fait j'enchaînais les refus. Et en fait, j'arrivais vraiment à la date limite pour mon stage. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de retourner en mairie. Parce que j'avais pas besoin de me poser la question de si je devais le mettre ou pas. En fait, je savais que je pouvais pas. Donc, j'avais pas besoin de me poser la question en entretien, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en parle ? Comment la personne va réagir, etc. Donc voilà, j'y suis allée. Et donc, j'ai été prise. Et j'en ai pas parlé du tout parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Et donc, je le retirais... Je me souviens, je le retirais dans le parking, en arrivant, et en fait, je le vivais mal, parce que forcément, t'enlèves une partie de toi, tu vois, et en fait, personne, donc en plus, c'était en plein ramadan, et personne ne savait que j'étais musulmane, donc on me disait, viens manger le midi, et tout, et je disais, non, je vais rester dans mon bureau. Je voulais pas... attirer l'attention, en fait. Ouais, en fait, parce qu'il y a Après, il y a les questions aussi qui viennent, il y a des questions, personnel, tu vois, il y a des choses auxquelles j'ai pas forcément envie de répondre face à des collègues et le regard aussi qui peut changer et je voulais pas vivre ça et pareil, c'était un stage de quelques semaines donc je savais que c'était très temporaire mais vraiment le fait de devoir le retirer en cachette c'est quelque chose que je voulais plus jamais vivre et du coup pour mon stage de M2 donc l'année dernière là j'étais sûre de moi je me suis dit je veux plus jamais revivre ça. Et je veux plus jamais le retirer et donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'allais en entretien avec et je me posais plus la question. Et je posais même plus la question au recruteur de est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que je peux le garder ? En fait, pour moi, j'allais le garder dans tous les cas. Après, il y a des recruteurs qui me posaient la question. Et j'étais catégorique, c'était non, je suis venue avec en fait. En fait, moi ça me tue qu'on puisse te poser la question, c'est-à-dire que la personne elle vient avec son voile et je lui demande est-ce que tu peux le retirer ? Moi je trouve ça. Je sais pas, oui. Je me dis comment. Enfin, ouais. Bah oui, parce que je viens avec, ça veut dire que j'ai pas l'intention de l'enlever. En fait, je me suis présentée comme ça. C'est ça. Et tu me verras pas autrement. Et il y en a certains qui posent la question, donc ouais, ça a été de nouveau difficile, ça a pris beaucoup de temps pour que je trouve mon stage et finalement j'ai trouvé. Et ça a été, c'était une grande fierté parce que en fait j'ai prouvé aux gens, tu vois, et du coup je reviens toujours à mes parents, mais mes parents, en fait c'était compliqué aussi parce que eux ils me disaient mais tu te mets une balle dans le pied, tu vas jamais trouver, tu te rends pas compte, c'est pour ton master, tu es obligé de faire un effort et je leur disais non en fait et en fait j'avais la fierté de prouver que ouais j'avais réussi et que c'était possible et en fait je me sentais bien, je me sentais moi-même et ça s'est très bien passé et il y avait plein d'autres femmes voilées en plus dans l'entreprise donc pour le coup c'était une entreprise très, très ouverte à ce niveau-là donc je me sentais vraiment intégrée et en fait il y avait pas la barrière de je suis différente. C'est pas un sujet en fait. Non en fait c'était pas du tout un sujet. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a des entreprises qui sont bienveillantes finalement. Et là, donc de nouveau, après mes études, il a fallu de nouveau retrouver un emploi. Et puis, rebelote, quoi. J'enchaîne les refus, j'enchaîne les entretiens. Là, j'ai mis 8 mois à trouver. J'ai envoyé presque 1000 candidatures. J'ai passé une trentaine d'entretiens. Et ça a été très très long. Mais j'ai accepté la situation. Alors, ça a pris un peu de temps, mais j'ai vraiment accepté la situation. Et je me suis dit, en fait, c'est pas grave si on me refuse, tant mieux. Parce que c'est une entreprise qui n'aura pas les mêmes valeurs que moi et peut-être que ce serait mal passé. En fait, j'ai pas envie d'être dans une entreprise où je me sens en retrait, où je me sens différente, où on partage pas du tout les mêmes principes et je veux pas être intégrée dans ce genre d'endroit. Donc en fait, j'ai accepté beaucoup plus facilement les refus. En fait, je remercie même pour tous les refus que j'ai pu avoir. Et donc, là, j'ai trouvé récemment un poste. Et en fait, j'ai été hyper bien intégrée. Ça au niveau de mon intégration, ça s'est super bien passé. Et je me sens vraiment pas mise de côté. Et c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui dans une entreprise. Donc, ouais, forcément, ça a un impact.
Et ça demande beaucoup, beaucoup plus de patience et de persévérance dans ces recherches, quoi. Mais il faut vraiment accepter la situation et tout est temporaire de toute façon. Bon, du coup, entre guillemets, toutes les deux, vous êtes tirées d'affaire parce que, toi, Titi, j'aime bien les guillemets, t'as entrepris, donc voilà, c'est plus un sujet. Et toi, aujourd'hui, t'es en poste, donc l'idée, c'est que j'imagine que tu restes un petit temps si tout se passe bien. Oui. Mais est-ce que, du coup, malgré ça, vous avez l'impression qu'il y a encore des obstacles que vous devez surmonter du fait d'être voilée? Moi, pas du tout. Parce que, tu vois, le dernier, entre guillemets, obstacle que j'ai pu... C'était même pas un obstacle, c'était dans ma tête à moi. En fait, j'avais envie d'aller proposer... J'avais construit une formation pour les entrepreneurs. Donc, de A à Z, comment gérer son argent personnel, professionnel. Vraiment, tout un système autour des finances. Et j'ai discuté avec une de mes amies coach et on parlait, je lui disais j'ai trop envie d'aller à la chambre des métiers pour voilà, avoir un groupe d'entrepreneurs que je vais encadrer, etc. et tout. Elle me dit ouais mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je dis ouais mais t'as vu, j'ai mon voile et tout, ils vont jamais me chasser. Elle dit ah ça c'est une croyance, tu vois. Je dis mais non, c'est sûr, attends c'est la chambre des métiers, etc. Et là elle me pose une question. Sa question m'a... Waouh, elle me pose une question, elle me dit, ok, est-ce que toi, tu as envie de bosser avec des gens qui ne t'acceptent pas dans ton entièreté? J'ai dit non, pas du tout. Elle dit, bah donc t'as rien à faire là-bas. Elle dit, bah moi je pense que ce que tu devrais faire, c'est... Moi je suis persuadée, et c'est ce que je prône tout le temps, c'est tu dois toujours sortir de ta zone de confort, tu vois. Rien que pour toi, pour ton estime de toi, pour ta confiance en toi et pour plein de choses. Elle m'a dit, bah va, tu proposes ton projet, on voit ce que ça donne, tu vois. J'ai dit, ok, j'ai envoyé un mail. Et on m'a dit, ok, on vous prend rendez-vous avec la présidente de la chambre des métiers de ma ville, ok. Et donc, ce jour-là, j'arrive. Déjà, elle est un peu choquée de me voir, je pense. Donc j'arrive, je pose mon ordinateur et en fait je fais fi de tout ce qu'elle peut penser, du voile, etc. Vraiment dans ma tête, je me suis calibrée, tu vois. Donc j'arrive, je pose mon ordinateur, je l'ouvre, je présente et tout, j'explique ce que je veux apporter, etc., etc. Et là, elle me regarde. Et moi, et tu vois, là, la croyance imitante revient, tu vois. Je dis, bah écoutez, moi, parce que pour moi, déjà, c'était une victoire de venir m'asseoir et de lui expliquer, etc. Et là, je dis, de toute façon, vous avez le droit de réfléchir et de me tenir au courant, si ça vous dit. Je me suis dit, de toute façon, c'est mort, derrière la tête quand elle m'a vue et tout. Et là, elle me regarde, elle me fait, bah non, on va caler une date tout de suite. Et on a calé la date, elle m'a dit, on va s'occuper de la communication, nous on va envoyer des messages aux entrepreneurs et vous allez pouvoir faire votre séance. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai même fait une story Instagram en disant, nous sommes nos propres freins. Ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, mais en réalité, ok, il y a des personnes qui ne veulent pas de femmes musulmanes, etc. Mais il existe aussi beaucoup de personnes qui en veulent et quand tu as un rêve, va le chercher. Tu vois, parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Et nous aussi, on doit casser ces croyances. Parce que moi, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est possible et que même moi, je ne dois pas me mettre de barrière par rapport à mon voile, tu vois. Mais dis-toi, est-ce que tu as encore des obstacles que tu as l'impression de vivre du fait de ton voile? Dans ta vie pro ou ailleurs, hein, d'ailleurs? Bah, aujourd'hui, pas vraiment. Parce que comme tu dis, en fait, les obstacles, on va se les mettre nous-mêmes, finalement. Mais pour moi, c'est important de s'imposer et en fait de dire directement bah je suis comme ça changera pas. Ouais, non, les obstacles aujourd'hui, pour moi, il y en a plus réellement. En fait, tu vas faire ton chemin, tu vas affronter ce que tu as affronté, et même s'il y a des épreuves, bah tu vas les surmonter dans tous les cas. Donc non, en fait, j'ai plus envie de moi me mettre d'obstacles. Et en fait, non, je pense pas... Aujourd'hui, non, j'en revis pas, en fait. Est-ce que vous avez eu des rôles modèles ou des mentors, justement, dans votre vie pro, qui vous ont permis aussi de vous projeter, en fait, dans cette vie pro avec le voile ou avant d'être voilée, peut-être, potentiellement? Non, moi, non. Non, du tout, parce que j'ai vite compris une notion, d'ailleurs que je développe beaucoup, c'est la notion d'unicité. Moi, je pense... on a, comment dire, on a chacun un chemin unique, tu vois.
C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui t'inspirent, etc. Mais je crois beaucoup à ce que j'appelle souvent le SOS du cœur. Tu vois, c'est vraiment, je suis persuadée qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te parle, qui te dit où tu dois aller, tu vois. Et quand tu arrives à capter un certain fonctionnement où tu arrives à faire le... Moi, je suis accro à la méditation, par exemple, où tu arrives à faire silence et à écouter, etc. Tu traces quand même ton chemin. Tu arrives à trouver, je parle souvent du couloir, à trouver ton couloir. Et je pense que chacun, comme ça, chacun de nous a un couloir, à ce truc-là. Mais si on commence à... Et les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur de nous, elles sont vraiment à l'intérieur, elles sont en nous. Et je pense que quand on arrive à créer l'environnement pour connecter avec ça, tout roule. Bah, du coup, moi, c'est pareil finalement, parce que j'ai jamais eu de modèle. Je me suis jamais vraiment identifiée à quelqu'un. Je suis vraiment pas pour la comparaison. Pour moi, on peut pas se comparer aux gens parce qu'on est, enfin, on est des personnes différentes, on a des vécus différents, des expériences différentes. On doit avoir confiance qu'en nous-mêmes et on vivra avec nous jusqu'au bout, tu vois. Il y aura personne d'autre qui sera là pour nous finalement. Et voilà, en fait, le modèle, ça doit être nous-mêmes, finalement. Et est-ce que vous êtes, par contre, à l'aise avec l'idée... Parce que moi, je suis totalement en phase avec ce que vous dites. Néanmoins, je crois vraiment aussi au pouvoir de la représentation. Et je me dis tout le temps que peut-être si vous avez vu plus de femmes voilées dans plein d'endroits, etc., que c'était beaucoup plus normalisé, il y a peut-être des barrières que vous ne seriez pas mises. C'est mon postulat, hein, c'est la façon dont je vois les choses. En fait, ça aurait été normal pour vous, et donc ça aurait peut-être pas été un sujet, donc ça veut dire que c'est pas un sujet non plus pour la société. Mais du coup, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée d'aussi, peut-être, êtes-vous des modèles et des rôles modèles pour des personnes qui viennent derrière? Oui, enfin moi, de toute façon, ça m'arrive au quotidien, vraiment. Et c'est pour ça que je dis que je reprends souvent les gens sur ça. Pareil, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou des femmes que j'accompagne, etc. Il y a cette tendance-là à vouloir... vraiment te prendre pour modèle, tu vois, me prendre pour modèle. Je mets des guillemets, tu vois, parce que je me dis, en fait, moi j'ai mon tempérament, j'ai mon vécu, il y a plein de choses, mais toi tu dois te connecter à ton unicité. Je pense que la représentation emmène les gens beaucoup plus à ce côté fanatique, mais qui fait pas avancer, tu vois, plutôt qu'à ce côté où j'incarne une femme de vision et d'action. C'est ça, ouais, je la rejoins totalement. J'ai pas du tout envie d'être un modèle. Je veux aider, je veux partager, inspirer, mais je veux pas qu'on s'identifie à moi. En fait, je veux que les femmes réussissent par elles-mêmes. J'ai envie de partager, moi, mon parcours et les conseils que je peux donner, mais je veux vraiment que chaque femme soit consciente de sa valeur et puisse aller au bout de son chemin par elle-même. Après, au niveau de la représentation, c'est vrai que les femmes voilées sont très peu représentées dans le monde du travail. En fait, il y a toujours ce... Par exemple, quand on cherche un emploi, on va te dire va travailler à Action, va travailler à H&M en tant que vendeuse, tu vois. Alors, il n'y a pas de saut métier, tu vois, c'est pas des métiers rabaissants, mais quand tu veux aller plus loin que ça, tu vois, quand tu t'aspires à faire de longues études, etc., t'as pas envie de... Enfin, tu veux des métiers avec plus de responsabilités, tu veux être reconnu, tu veux être plus haut placé, tu vois. Tu veux une carrière comme tout le monde, ouais, c'est ça. Évoluer dans ta carrière. C'est ça, et en fait, il n'y a pas du tout de... Justement, il y a très très peu de représentation. Et je pense que du coup, il y a certaines femmes qui vont s'identifier à celles qu'elles considèrent comme des modèles de réussite, alors que non, ça doit être toi-même le modèle de réussite. Tu vois. Moi, dans ma façon d'accompagner, je sais que les 4 choses qui ont fait que j'ai complètement changé et où je me vise de plus en plus des objectifs hauts et que j'arrive à les atteindre, c'est vraiment mon mindset, le fait de me créer un plan de vie, le fait d'être au clair sur mes finances et de ne pas avoir de tabou avec l'argent, et le fait aussi d'être formé dans la partie business. Moi, le fait de bosser sur ces 4 choses me permettent vraiment de toucher toutes les sphères de ma vie et d'avancer. C'est très clair. Du coup, vous avez répondu à ma dernière question avant les questions de clôture, donc c'est super. Merci à toutes les deux. C'est quoi pour vous l'empowerment ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça signifie ? Forcément, je vais t'envoyer dans l'univers qui est le mien, qui est... Moi, je suis une femme d'action. Vraiment, c'est... L'empowerment pour moi, c'est d'aller casser toutes mes peurs, toutes mes croyances en faisant des actions d'impact, tu vois. Je m'explique. C'est de récupérer vraiment mon leadership, tu vois, de récupérer ce
ce pouvoir sur ma vie, ok? Et le pouvoir que tu récupères sur ta vie ne peut pas être que mental. Les gens, en général, c'est je rêve ma vie. Vraiment, j'imagine que je peux faire ci, mais oui, juste arrête d'imaginer, viens agir. Tu sais, on a toutes des identités. Et moi, pour moi, ma première identité, c'est d'être une femme musulmane. Clairement, parce que c'est ce qui définit toutes mes valeurs. Donc, c'est de me dire, quand je suis dans mon rôle de femme de quelqu'un, eh ben, qu'est-ce que ma religion me demande? Qu'est-ce que ma spiritualité me demande? Quand je suis maman, qu'est-ce que ça me demande, etc. Et donc là, je récupère ma connaissance et j'agis par rapport à ça. Qui fait qu'on ne peut pas me manipuler parce que non, je connais, je sais. Et ça vient automatiquement driver mes actions. Donc, je deviens actrice de ma vie et pas spectatrice. Vraiment, je le vois comme ça. L'empowerment, c'est je reprends le pouvoir sur toutes les sphères de ma vie et je pose des vraies actions d'impact, pas des actions de pansement. En fait, elle a trop bien répondu. C'est ça. Va passer après Titi sur le film, c'est pareil. Non, mais en fait, tout est dit. C'est ça, c'est mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs et réussir dans sa vie. Réussir à atteindre ce qu'on a peur d'atteindre. Et ouais, en fait, juste tout mettre en œuvre, se donner les moyens d'atteindre ce qu'on souhaite et d'atteindre la réussite. Très bien. Non, t'as très bien ajouté ça. Et ok, un dernier petit mot pour la fin pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Vis ta vie. Et le ta vie, c'est vraiment T majuscule, A majuscule. Vraiment ta vraie vie, quoi. Écoute le SOS en toi. Parce qu'il y a forcément un truc là. Un truc qui parle, qui n'arrête pas, qui fait du bruit. Vas-y, écoute, teste et vois ce que ça donne. Vraiment. Même si tout le monde pense que t'es complètement dingue et que t'es débile et que ça va pas marcher, que c'est pas normal et que nanana. Non, let's go. Tu vois, pour moi, la réussite, elle est personnelle. Il n'y a pas une définition de la réussite, tu vois. C'est vraiment ta réussite personnelle, ce serait quoi? Et en général, c'est caché dans ce SOS qui est en toi, mais que t'oses pas parce que les gens vont dire que, qui va penser que. Et en fait, quand tu l'écoutes, il se passe des choses incroyables. Et là, tu touches du doigt ce qui fait ton bonheur, tu vois. Donc, écoute-toi. Pour moi, ce serait vraiment avoir confiance en soi et travailler cette confiance, parce que c'est un chemin difficile d'avoir pleinement confiance en ses capacités, en ses compétences. Et ouais, c'est un chemin qu'on est obligé de prendre pour réussir et pour entreprendre tout ce qu'on veut finalement. Apprendre à être patient et endurant dans tout ce qu'on peut vivre. En fait, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que la confiance en soi n'est pas quelque chose avec lequel on est, une chose avec laquelle on est, pardon. Ta confiance en soi, tu la construis au fur et à mesure des actions que tu poses dans ta vie. Donc, avoir en tête que c'est quelque chose qui se construit par les actions et pas quelque chose qui tombe comme un... Tu vois. Exactement. Merci beaucoup Mélodie, merci beaucoup Titi pour ce moment. Vous êtes sentis bien? J'ai kiffé. On va pas me lasser cet après. Mais c'est top. Franchement, merci beaucoup à toutes les deux. Et merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas, commentez, on veut avoir vos avis sur cet épisode. Abonnez-vous surtout. Likez, enfin bref, faites-nous vos retours. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.